Et l'Égypte qui espère bien réussir un joli coup aujourd'hui avec, c'est vrai, beaucoup de rythme mis face à l'équipe de Suède. Les Suédois un petit peu surpris, ils ne présentent pas non plus leur meilleure équipe, mais c'est une habitude dans ce genre de tournoi pour les Scandinaves, des Scandinaves que les Français retrouveront demain après-midi. Pour l'heure, c'est la deuxième journée. Juste avant, une petite précision dans le premier match de cette deuxième journée. Sachez que l'équipe du Portugal, après avoir longtemps titillé les Suédois, un petit peu comme hier, a fini par craquer. Sur la fin, ça a été opération porte ouverte et la Suède s'est imposée 33-27 alors qu'elle ne menait que 16-15 au repos. C'est parti, on retrouve la défense habituelle de l'équipe de France. Et cette fois-ci, non pas Richardson devant, mais Bertrand Gilles. Défense française qu'on avait vu à l'œuvre à l'occasion du tournoi d'Anvers avec justement Bertrand Gilles dans ce registre. Diner et Kervadec bloquant l'axe. L'idée de Daniel Costantini est de donner la baguette à Jackson Richardson en attaque. Et Thierry Omeyer, lui, commence très bien cette rencontre. Oui, Christian Godin avait eu des petites difficultés hier en première période. Surtout face à Awad Ashraf, je dis le grand buteur de cette équipe égyptienne. Eric Kervadec qui est resté en attaque. L'arrivée maintenant de Jackson Richardson. C'est Didier Diner qui s'est effacé. Kervadec qui hier n'a pas eu un temps de jeu énorme au poste de pivot en attaque. Très souvent on a vu par exemple Bertrand Gilles rentrer. Richardson, Guillaume Gilles, Richardson bien pris par El Gheachi. Donc à préciser que l'équipe égyptienne défend en 6-0. Alors je voudrais bien savoir pourquoi. On va demander ça à notre spécialiste de la défense, Philippe Gardan. Oui, tout simplement parce que l'équipe de France manque de gauchers. Donc l'équipe d'Égypte a préféré se tasser parce qu'ils ont plus de tireurs de loin à droite en ce qui concerne les Français. Donc ils préfèrent attendre les Français et les chercher de loin. Voilà, tout simplement. Et au poste d'arrière gauche, c'est Guillaume Gilles qui a beaucoup approuvé avec l'absence actuellement par exemple de Jérôme Fernandez qui a été laissé à la disposition de son club histoire de récupérer tous ses moyens, vu qu'il avait été forfait pour l'Euro, pour l'histoire de brûlure à la jambe. Et là il est en train de travailler énormément sur le plan physique. Beaucoup de musculation lourde, il a envie d'être prêt pour les Jeux Olympiques. Ashraf Awad tout en puissance qui a retrouvé le soutien d'Ahmed Bellal. Et tout le problème de Ashraf Awad va être d'attirer Bertrand Gilles pour créer un décalage sur la droite de l'attaque égyptienne. Quelques beaux gabarits côté égyptien. Bien pris par Garrick Kervadec. Du volume. Kervadec ne leur rend rien du tout. Ça vient insister avec les bras gauches, mais encore une défense française très présente et Bertrand Gilles qui va bien s'en sortir. Une touche française, Amtil, Golic. Golic qui a donné beaucoup de rythme hier, attention à l'interception, Richardson et la belle parade, elle est signée Mohamed El Nakib. La contre-attaque instantanée, Thierry Omeyer. Festival des gardiens pour l'instant. Premier tir de Richardson, bien repoussé par le gardien égyptien. Contre-attaque immédiate. Et cette fois-ci, c'est Thierry Omeyer qui sort ce ballon à bout portant. Et c'est déjà du 2-sur-2 pour le gardien de Célestat. Et c'est bon pour le moral. Alors, encore une attaque placée des Égyptiens avec Awad. On joue beaucoup avec Bellal. Les deux coups en vue. On va en profiter pour demander une question à Philippe. Pourquoi Daniel Costantini fait jouer Bertrand? Parce que à Chambéry, tu fais jouer aussi Bertrand devant comme ça. On va retourner à Philippe Gardan. Philippe doit faire la sieste, donc quand il sera réveillé, on va revenir vers lui. Coup franc en faveur de l'équipe d'Égypte. Il a du mal à alerter son ailier, à savoir. Oui, Jean-Louis, je ne fais absolument pas la sieste, mais j'attendais mon micro. Oui, effectivement, Bertrand défend dans cette position et je pense que Daniel le fait défendre aussi dans cette position en équipe de France, tout simplement pour changer de style défensif et de faire aussi souffler Jackson et de le garder plus en attaque. Eh bien, il a fallu attendre 4 minutes, messieurs, pour l'ouverture du score. Et oui, justement,
grâce à Bertrand qui a très bien défendu face à l'attaque égyptienne. Et à partir de là, eh bien, il y a une montée de balle très rapide terminée par Grégory Anctil. Qu'on a surtout vu à l'œuvre sur les pénaltys hier face à l'équipe du Portugal. Awad qui a pu décaler jusqu'à son ailier. Et le poteau qui vient sauver Omeyer sur la tentative d'El Ghachi. La balle sera toujours égyptienne. C'est un peu en zone de Didier Dinard. Le bras est passé, mais Bertrand Gilles s'est bien accroché. Et premier carton jaune de la partie pour le Chambérien. Pour cette faute sur Belal Ahmed. Pour l'instant, les Français défendent parfaitement bien. Ça avait été le cas en seconde période. Hier, lors des 30 minutes de la seconde mi-temps, les Portugais n'ont réussi qu'à marquer que 4 buts. C'était quand même limite record du monde au niveau international. C'était face à Bruno Martini d'ailleurs qui a réalisé une grande performance. Enfin, il faut dire aussi que toute la défense s'est reprise. Et c'est peut-être pour cela que les Portugais ont eu autant de mal à battre Bruno Martini. Là par contre la défense fonctionne parfaitement bien. C'est un petit peu en tous les cas ce qu'attendait Daniel Constantine ce tournoi. C'était alors que les Égyptiens viennent d'égaliser par Achraf Awad. Il attendait que l'équipe de France se fasse plaisir au public de Bercy. Et puis surtout qu'elle persiste un petit peu dans ce qu'elle a montré déjà à Anvers avec une assise défensive qui est en train de se reconstruire avec notamment le retour de Guéric Kervadec. Oui, je vous rappelle qu'à Anvers, l'équipe de France avait remporté ce tournoi en battant notamment la Yougoslavie. Donc un partout au bout d'un peu plus de 6 minutes. Vous savez, ça ne fait pas beaucoup de buts. Une défense très compacte de la part des Égyptiens. L'homme qui a égalisé tout à l'heure, vous allez le découvrir, c'est monsieur 50% pour l'équipe d'Égypte hier face à la Suède. Grosse performance d'Awad Achraf. Autant dire qu'il faudra forcément avoir un système anti-Achraf. Donc pénalty qui va être tiré par Grégory Anctil. Alors généralement c'est en 2 temps. Et voilà. Le ton est donné avec Grégory Anctil qui est pour l'instant auteur des 2 seuls buts français. Les Français qui ont le mérite de faire la course en tête aujourd'hui, à la différence du Portugal. Achraf. Hussein, pardon. Il aurait pu prendre sa chance à mettre Belal. Finalement, on a été jusqu'à l'aile. Et super combinaison à 3, justement, qui s'est terminée par ce décalage de l'ailier El Ghachi qui vient battre Thierry Omeyer. Il est à moins de 3 mètres. Ça retombe vite. Richardson, Guillaume Gilles en attaque avec Golic au poste d'ailier. Et là, il va falloir faire monter cette défense. Pour la faire monter, il faudra déclencher de loin, marquer de loin. Montrer qu'on est efficace. Pardon Jean-Louis, en l'absence de Patrick Casal, c'est Bertrand Gilles qui vient jouer au poste d'arrière droit. Il sait décidément tout faire, Bertrand Gilles. C'est un joueur polyvalent. Et son entraîneur était comme ça un petit peu. Je vais parler de Philippe Gardant. Oui. Très grand joueur à son époque. Pas mal de temps quand même. David va revenir à la faute. Voilà, Didier Dinard sort pour laisser sa place à Richardson en attaque. Et c'est vrai que l'équipe de France est confrontée à ce problème de jouer sans gaucher. Donc il sera difficile de faire partir des mouvements de la droite vers la gauche, notamment pour trouver des décalages. Et tous les décalages que cette équipe de France pourra trouver automatiquement partiront de la gauche. Et Anctil ou Plantin, là ils ne doivent pas suppléer Patrick Casal. Ils n'ont pas le gabarit pour jouer en attaque au poste d'arrière droit. Guillaume Gilles pour son frère Bertrand. Les Égyptiens ont resserré la défense. C'est l'une des toutes premières attaques placées pour l'équipe de France. Score de 2-2 après un petit peu plus de 8 minutes. On n'est pas parti pour le 33-27 de France-Portugal alors qu'il
Le 33-27 de Suède-Portugal, pardon, alors qu'il y a eu beaucoup de réussite pour Jackson. Qui est vraiment l'attraction pour tous les enfants ici, c'est l'hystérie dès que Jackson apparaît. C'est son 11e Bercy. Il a toujours été très spectaculaire. Il y a une grande partie du public d'ailleurs qui se déplace pour le voir. Les Égyptiens qui font tourner. Donc Ankil qui est sorti très haut à son tour. Kermadec qui a coulissé. Costaud à l'ailier. Beaucoup de dynamisme et un gabarit intéressant pour Amer El-Ghachi. Ce sont des joueurs qui jouent quand même depuis pas mal de temps ensemble. Donc il y a une grande cohésion. Sen. Toujours bonne défense. Attention, Grégory Ankil de ne pas pousser dans la suspension. C'est pas méchant, mais c'est spectaculaire. Il n'était pas encore en suspension. L'ailier égyptien. L'équipe d'Égypte qui avait forcément bien fait. Il a feinté la direction du shoot. Et toujours le même. L'Égypte qui recolle à 3 partout. Mais une nation qui, comme ça, l'année précédente, a organisé une compétition mondiale, avait forcément bâti pour l'occasion une équipe solide et qui doit pouvoir tenir encore 1 ou 2 ans. On le verra très certainement encore, notamment à l'occasion du mondial en France à partir du mois de janvier. Donc là, on a vu Guillaume Gilles dans ses œuvres. 1 contre 1 extérieur-intérieur. Personne n'est monté sur lui. Voilà, il revient vers le centre. Personne ne monte sur lui, ce qui lui permet d'assurer son tir. Le gardien était un petit peu malheureux car Al-Nakib avait quand même fleuré ce ballon. Alors petit changement tactique, Jean-Louis, avec Ashraf qui essaie de permuter un petit peu plus pour être demi-centre. Oui, surtout pour ne pas habituer son défenseur direct à défendre sur lui. Donc il change constamment. Face à Bertrand, quand même, il va avoir du mal. Bon contre de Greg Kermadec, tel un volleyeur. La puissance, mais il en a fait un petit peu trop, Ashraf Awad. C'est aussi l'inconvénient comme ça d'avoir un buteur hors pair dans une équipe, c'est que parfois ils sont un petit peu gourmands ces hommes-là. Vous l'étiez pas, vous, Jean-Louis? Ah, bien fait de la part de Golic en appui. Et là aussi, André Golic n'était pas attaqué. Il s'est avancé tranquillement. Changement de rythme simplement dans le tir. Il est arrivé tranquillement devant la défense, regardez, en marchant. Et là, il accélère. Et avec toute sa technique individuelle qui fait la différence. Et Jackson Richardson vient un petit peu soulager Bertrand Gilles en défense. Une défense qui fonctionne bien, Philippe, là. C'est la bonne défense de Gary Kermadec. Et Philippe Gardan, on avait une petite question pour vous concernant la défense. Est-ce que vous nous entendez, Philippe? Et nous, on ne vous entend pas. Ça va se solutionner tout ça. Allez, montée de balle des Français. Avec Golic pour Dinard, balle perdue et balle récupérée mais avec une faute. Ça va profiter à l'Égypte. Regardez un petit peu comment c'est musclé. Avec notamment Didier Dinard. Didier Dinard serré de Gohar Nabil. Oui, Didier Dinard qui s'impose de plus en plus en équipe de France au poste de défenseur. Là, il devient incontournable. Très beau tir. Très beau tir de Marouane. Didier Dinard qui avait eu la fâcheuse ou la malencontreuse idée d'avoir un choc avec un certain Guillaume Gilles juste avant l'Euro. Ce qui fait que Guillaume Gilles avait manqué cette compétition en raison de ce choc avec le joueur de Montpellier à l'occasion d'un match de championnat à Chambéry. Richardson. Et la montée, elle est superbe, elle est signée Guillaume Gilles.
Et on va justement, pendant que l'équipe de France reprend l'avantage, mène 6-4, c'est le plus gros écart, on va retrouver le blessé du jour, Patrick Casal, en compagnie de Philippe Gardan. Oui Patrick, bonjour. On vient un petit peu aux nouvelles. Tu t'es fait une entorse hier soir, je crois. Comment ça va? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Non, je crois que c'est pas très grave. Bon, c'est sûr que c'est un peu embêtant parce que je pourrais plus jouer sur ce tournoi. Mais bon, je pense qu'avec 10 jours de repos, ça va se remettre. Oui, Christophe, on a aussi à côté Jérôme Fernandez, donc qui a eu malencontreusement une brûlure assez grave. On va prendre un petit peu de ses nouvelles aussi. Et puis je pense qu'il va réintégrer l'équipe de France le 17 juillet. Donc on va prendre un peu de ses nouvelles. Jérôme, comment ça va? Très bien, je continue mes soins à Montpellier avec mon kiné. Et puis sinon, je me prépare physiquement avec Patrice Canaillé pour pouvoir supporter la charge de travail le 17 juillet. Voilà. Philippe, je demandais s'il vous plaît à Patrick Casal s'il habitera toujours Irun l'an prochain. Patrick, on me demande là-haut si tu joueras toujours à Irun l'an prochain. Écoutez, je pense que je vais prendre une décision avant la semaine prochaine en tous les cas. Mais bon, maintenant, non, franchement, je pense que c'est peut-être ce qui m'a un peu perturbé aussi sur ce tournoi. Maintenant, je sais pas toujours où est-ce que je jouerai l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est du 50-50. Merci de cette réponse précise. Ouais, le problème de Philippe Gardan, c'est qu'il est aussi entraîneur de Chambéry, donc il peut être intéressé. il a passé dessous. Il est passé dessous. Non, en fait, il a trois possibilités, Patrick. Soit de rester à Irun, soit de revenir en France, soit d'aller à Barcelone. Et je pense que si Barcelone se manifestait, ça serait son choix final. Dans le cas Barcelone, ce serait une place en Ligue des Champions, puisque Barcelone est champion titre et que Pampelune également jouera la Ligue des Champions, le nouveau club de Jackson Richardson. Bon, ça se passe bien pour l'équipe de France pendant les interviews de Philippe Gardan. Toujours 6-4 et toujours une excellente défense française. Et les Français en position avec Golic, Guillaume Gilles, qui est en train de s'affirmer en ce début de rencontre. On en est à la moitié de la première période. Bertrand Gilles, Jackson, Richardson. C'est dur d'accélérer et dur de trouver Gaël Kervadec pour l'instant, malgré sa masse. Et il cherchait la passe aveugle pour Golic dans son dos. Et un coup franc au 9 mètres pour l'équipe de France. Regardez sur la lentille de Fred Godard. C'était bien osé de la part de Richardson. L'équipe de France qui a quand même quelques difficultés à se mettre en position de tir. Qu'est-ce que ferait l'entraîneur de... Oh, ce que c'est beau! Ce que vient de réussir Jackson Richardson. La feinte de shoot à la hanche dans une première intention. Le gardien est déjà par terre et il enchaîne derrière. Regardez Jean-Louis. Feinte de tir pour faire baisser les bras des défenseurs. Et puis, comme il est têtu, il tire quand même à la hanche. Déjà sur les appuis arrière, le gardien. Voilà, tir recroisé complètement masqué pour le gardien. Et un temps mort dans ce match entre l'équipe de France et l'Égypte. Pour l'instant, ce sont les Français qui sont en train de faire le trou. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ils mènent 7-4 et ils sont en fait dans la continuité de la seconde période. On va essayer d'entendre Daniel Constantini, mais c'est pas gagné ça. Quand on bouge, c'est faire. Mais dans la première phase, il commence à flotter un peu moins au départ. Alors, peine de passe, regardez un petit peu, c'est pas la possibilité. Daniel Constantini quand même visiblement satisfait. Son équipe démontre une plus grande osmose. Regardez les frères Godot, comment ils se déchaînent. Vous savez qu'il y a Alfred Godard, le plus connu de tous, hein, Godard, l'autre. Oui. Il y a le grand frère, enfin le frère aîné, Christophe, qui est ici d'ailleurs, c'est le feu d'artifice aujourd'hui de Fred Godard pour le handball. C'est extraordinaire. Tout Tourly est en ébullition. Et Bruno Martini, lui, eh oui, il apprécie aussi. Voilà les habitants de Tourly venus en nombre. Avec en fait pas mal de supportrices qui réclamaient, on l'évoquera tout à l'heure, ce que l'équipe de France vienne jouer à Besançon. Ça poule, mais bon là on est en train de négocier derrière dans les travées de Bercy. Car les villes, en fait, si on connaît les 8 sites, eh bien les villes ne sont pas encore déterminées avec les 4 poules. On vous démontrera, qu'on vous décortiquera dans 20 minutes maintenant, à la mi-temps. Ça manque un petit peu de vivacité en ce moment pour surprendre l'équipe de France, d'autant que c'est Lille. Ah, il y avait un petit peu du gardant dans l'air avec ce genre de but bulldozer. Philippe, comment va s'y prendre l'attaque égyptienne pour battre la défense française? Parce que pour l'instant, ils n'ont marqué que 4 buts.
Français qui en ont profité pendant ce temps-là pour repartir en contre-attaque. Contre-attaque dans l'autre sens maintenant. Et là, ça va aller au fond. Non, Thierry Meyer, on ne peut pas ensuite s'interposer sur la tentative d'Ahmed Bellal. Et oui, contre-attaque arrêtée. Là, encore une fois, à bout portant par le gardien de Célestat. Jean-Louis, je profite un petit peu de cet intermède pour essayer d'expliquer comment pourrait battre la défense française. Je pense que les Égyptiens devraient intégrer un deuxième pivot et de jouer beaucoup plus en écartement avec leurs deux arrières et trouver des solutions externes avec des appels de balles en pivot dans les intervalles externes. Oui, essayer de faire redescendre en fait Bertrand Gilles. Bertrand ou Jackson. Ou Jackson, voilà. Complètement. Mais bon, ça c'est. On est en dehors du terrain, c'est facile. Oui, puis on ne va pas donner la solution non plus à nos amis Pharaon. Non plus. Pas exagéré. 17 minutes 34 de jeu, 7-5 pour l'équipe de France avec une remontée de balle avec Anctil. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de rotation au sein des deux effectifs. Bertrand Gilles. Alors, on va aller travailler cette défense. Carvadec qui essaie de trouver les bons appuis pour trouver les bonnes brèches. Et ça marche avec Guillaume Gilles. Et Guillaume Gilles qui a profité d'un travail parfait de son pivot, Guérit Carvadec, qui a empêché en fait la défense égyptienne de monter sur le tireur de Chambéry. Ouais, car pour les néophytes, c'est vraiment un travail de titan qu'a accompli Guérit Carvadec au poste de pivot pour réussir à bouger les défenseurs centraux adverses. Guillaume qui a eu du mal à revenir à son plus haut niveau. Je pense que son entraîneur a dû le faire travailler pas mal, hein, Philippe. Les Égyptiens en fait qui ont aussi du mal à marquer car pour l'instant Achraf n'est pas sur le Taraflex de Bercy. Oui, Guillaume effectivement a fait du gros travail de musculation. Et c'est vrai que pour l'instant il est physiquement, j'irais presque prêt, mais pas encore apte à faire de la compétition. Mais je crois qu'il ne faut pas être inquiet. Il a son objectif qui est les Jeux de Sydney. Et je crois que chaque chose suffit à sa peine. Belle parade cette fois-ci d'El Nakib. C'est Carvadec qui s'était retrouvé en excellente situation avec Richardson, style Magic Johnson. Le regard tourné loin de la destination du ballon. Voilà, Jacques Sancel, mais ce n'est pas lui du tout. C'est bien l'entraîneur yougoslave Zoran Zivkovic. Achraf Awad est sorti. Et là, cette fois-ci, c'est Bellal Hamed qui a pris sa place au poste d'arrière gauche. Mais toujours des bras capables de marquer la 9-10 mètres. Les Égyptiens toujours sans Achraf. Mais attention parce que si on monte à 2, là le pivot peut s'engouffrer dans l'intervalle. Toute la puissance du Seine sur ce passage de bras. Et encore une fois une bonne défense de Guillaume Gilles. Une défense française qui ne bouge pas, hein, qui pour l'instant est inébranlable. Ah oui, en 20 minutes, elle n'a pris que 5 buts. C'est quand même pas mal. 4 tirs en 30 minutes. Et là, c'est pas 30 minutes, c'est 2 minutes pour une contestation de Saber Hussein. Supériorité numérique intéressante pour l'équipe de France. Les Égyptiens vont devoir quand même aller défier au meilleur. Bien fait. Au poste de pivot, c'est Gohar Nabil qui est passé. À 5 contre 6, les Égyptiens qui viennent de battre la défense française. Avec cette passe sur le pivot. Dinard qui avait un petit peu trop anticipé. En tous les cas, c'est le témoignage apporté par Valentin et Fred Godard. Nabil Gohar à la finition pour l'Égypte. Nabil Godard chez nous. Nabil Godard à la réalisation. Richardson. Ah, il a oublié le ballon, dommage, mais il y aura une faute. Fan de passe de Jack. Alors, on se replace. Cette fois-ci, c'est Richardson aux commandes. Bertrand Gilles et intervention encore du gardien égyptien. Récupération française. De l'autre côté, il y avait Grégory Anctil. Dommage, personne ne l'a vu. Il était tout seul, l'attaquant de Montpellier. Le voici. Oui, il est en train de faire le ménage dans la défense égyptienne. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque l'arbitre a sifflé un passage en force. C'est-à-dire que c'est l'attaquant français balle en main qui est venu percuter la défense.
qui est venu percuter un défenseur. Et je suis curieux de voir moi, le prochain shoot de Grégory Anctil face au gardien El Nakib. Je suis pas certain que Grégory aura forcément envie de le mettre au fond. Il a peut-être un petit peu de vengeance dans l'air. Il n'a pas tellement apprécié la sortie du gardien égyptien. Oui. Il y a eu un passage en force de Bertrand, parce que le problème de Bertrand en ce moment quand il joue à arrière droit, c'est qu'il a toujours envie d'en faire trop. Donc il a des grosses qualités pour jouer à ce poste. Et il a encore, erreur de jeunesse bien sûr, il a encore un petit problème de sensibilité en ce qui concerne ce poste. Et tu le fais jouer à Chambéry au poste d'arrière droit? Oui, je le fais jouer de temps en temps, surtout quand on a besoin de marquer des buts, parce que Berthe est capable de marquer des buts à tout moment. Et c'est vrai que là, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on lui donne quasiment carte blanche, parce qu'il est capable de faire des décisions tout seul. Mais à ce niveau, ça marche en championnat de France, mais pas forcément au niveau international. Et là, ça passe au niveau international avec le bras armé d'Ahmed Bellal, qui est en train de faire oublier pour l'instant l'absence d'Ashraf Awad. Tir en appui, désaxé. Difficile à voir partir pour le gardien. Voilà, les Égyptiens qui reviennent tout doucement. 8-7 pour la France. Et Jean-Louis Ashraf Awad qui s'est carrément remis en survêtement. Il n'est pas prêt de faire sa rentrée dans cette première période alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes de jeu. Et on a vu une très belle action française. Bloc, remise au bloc entre Guillaume Gilles et Guéric Carvadec. Guéric qui arrive à se sortir de la défense égyptienne, à armer son bras avant de décocher son tir. Et 9-7 pour les Français. Avec l'entrée de Hussein Zaki. C'est moins impressionnant, mais vous allez le voir, ça va très très vite. Je pense que Carvadec est bien sorti. L'absence de Cédric Burdet de Montpellier, qui est un très très bon défenseur d'ailleurs. C'est Guillaume Gilles qui a pris sa place. Et c'est vrai que Guillaume n'a pas trop l'habitude de jouer en défense en équipe de France. Ça va repartir peut-être à droite avec un jeu égyptien qui a tendance un petit peu à s'accélérer, mais la défense française est bien en place, ne se laisse pas embarquer. Très précise dans son placement. Attention au marché quand même. C'est une faute égyptienne et ça repart avec Golic, Guillaume Gilles. Français pour un mouvement rapide. Oh, la belle passe d'Anctil, celle-là aussi elle est belle. Dinard en pivot. Quel joli numéro de Grégory Anctil. Je ne sais pas si on pourra le voir au ralenti. Regardez, une première fois, regardez la deuxième. Voilà, la première, c'était un modèle du genre avec un Chabala. C'est-à-dire qu'il a fait glisser son poignet et sa main sous la balle. L'action du match pour l'instant. Ah oui. Très très beau service de Grégory Anctil. Carvadec, pas mal non plus sur sa remise. Double 1-2. Oui, ce qui a eu pour effet de faire venir tous les défenseurs sur lui. C'est pour ça que Didier Dinard était tout seul à s'y mettre. C'est pas mal non plus. Il arrive bien à passer derrière la défense, Gohar Nabil. Attention. Et oui, les défenseurs ont tendance à monter un peu trop, ce qui fait que le pivot égyptien peut travailler derrière, dans le dos des défenseurs français, de recevoir lorsqu'ils reçoivent la balle, et bien sûr, ils arrivent à faire la différence. On va arriver sur le parquet de Mahmoud Hussein en défense. C'est lui qui est sur Guillaume Gilles. Johnson. Gilles, Anctil. Qui est vraiment guetté maintenant depuis qu'il a retrouvé toutes ses vertus offensives à l'Euro, mais ça a encore un beau mouvement. Ah, c'est superbe. Superbe décalage de l'attaque française. Bon, bien arrêté par le gardien égyptien. Alors là, c'est pas mal non plus. La contre-attaque, elle est emmenée jusqu'au bout par Ahmed Bellal, qui a une puissance de bras. Qui a pris un petit coup sur la pommette au passage. C'est vrai que c'est un des points forts aussi de cette équipe égyptienne. Là, depuis 2-3 grandes compétitions, que ce soit le championnat du monde ou Jeux Olympiques, les Égyptiens marquent en général 33% de leurs buts sur montée de balle ou contre-attaque directe. Et là, pour l'instant, ils n'arrivent pas à l'appliquer parce que les Français reviennent très bien. Ou sur chaque attaque placée, ils marquent pratiquement. Donc les Égyptiens ont peu l'occasion de montrer ses qualités de montée de balle. Les Pharaons sont en train de recoller. Il n'y a plus qu'un petit but d'avance pour l'équipe de France, qui mène 19.
des Serbes hier, même s'il fait un tout petit peu moins chaud qu'hier. Il y avait plus de monde quand même avec tous les jeunes invités par la fédération. Ambiance électrique surchauffée à Bercy. Richardson, un petit coup d'œil sur le chrono. Il reste 3 minutes 59. Gilles. Et on monte sur Richardson pour le bloquer. Défense individuelle sur Richardson. Un changement de défense complet de la part des Égyptiens. Antil, signe de passer. Il était limite du bon service pour Najgolic. Ça facilite. Johnson. Et un changement de défense, Philippe, du côté égyptien. Jackson. On peut s'apercevoir que les Égyptiens sont montés d'un cran en style, je dirais presque de 3-2-1. Donc à la limite, c'est pas pour déplaire à Jackson Richardson qui aime bien évoluer face à ces défenses-là. Je dirais même pas que Jackson, Bertrand ou Guillaume. On voit les Égyptiens, ils craignent un petit peu les tirs de loin masqués de Guillaume Gilles ou éventuellement les 1 contre 1 de Bertrand. Donc ils préfèrent aller le chercher beaucoup plus haut pour pouvoir essayer d'écarter le danger. Ouais, en fait, l'équipe de France a réussi ce qu'elle voulait faire en début de partie, à savoir faire monter cette défense égyptienne, parce qu'après elle va travailler dans le dos des défenseurs. Voilà, complètement. C'est-à-dire qu'on a trouvé depuis quelques temps des solutions dedans avec Guéric ou soit Didier Dinard en montée de balle. Là, voilà, il y a rentré de Bertrand Gilles et on peut trouver des solutions en dessous. Marché de Richardson. Un bon capitaine quand même essayer de décortiquer la tactique adverse et tout de suite trouver la parade offensivement avec ses partenaires. Alors, possibilité pour les Égyptiens de revenir à hauteur de l'équipe de France, qui serait une première depuis le coup d'envoi. Il reste 2 minutes 30. En plus, ce sont des joueurs très physiques, qui usent les défenses, qui usent les défenseurs. Ça va vite. Une belle combinaison égyptienne en plus. Beau travail du pivot. Penalty pour une défense en zone. Et oui, tu as une très belle combinaison des Égyptiens. Beaucoup de rythme pour Hussein Zaki. Regardez tout le travail du pivot sur Bertrand Gilles, ce qui permet au numéro 20, Zaki, de venir en position de tir. On a vu, Bertrand Gilles avait les 2 pieds dans la zone. Voilà. Et Achraf qui fait son retour pour la circonstance. Le seul signe inquiétant d'ailleurs, c'est que les Égyptiens ont réussi quasiment à recoller sans Achraf Dawaf. Ça promet une seconde période très serrée. Mais Thierry Omeyer ne gagne pas le duel le moins intéressant là. Superbe arrêt de Thierry Omeyer, sachant aussi que c'est le premier pénalty raté par Achraf Awad à Bercy, puisque hier il en a marqué 3 sur 3. Il faut remettre son survêtement. Regardez, on l'aperçoit là en bas avec son numéro 4. Il a bien fait de l'enlever. Et comme Philippe Gardin l'a dit, eh bien, les défenseurs égyptiens montent d'un cran, à savoir qu'il y a l'homme du devant, qui s'appelle Eguachi, monte pratiquement à 11 mètres sur Richardson. Et automatiquement, bien sûr, la défense se regroupe vers le centre. Et là, la France devra trouver des solutions à l'aile. Cette fois-ci, c'est Guillaume Gilles. Ah, il regarde à droite, il est à la limite de servir soit Antil, soit son frère. Regardez Omeyer, la joie. Il n'y a pas toujours l'occasion de s'exprimer, Thierry Omeyer, au niveau de la sélection, car il est barré par des garçons comme Godin, comme Martini. Bien monté de la part de Guillaume Gilles dans le temps, au moment où son attaquant recevait le ballon. Il y a faute sur la suspension de Eliachi qui est isolé sur son côté gauche. Il est obligé de revenir au centre, il n'arrive pas à être servi. Toujours un pivot du côté égyptien. Donc Bertrand peut rester tranquillement à 9-10 mètres. Essayer de perturber la circulation de balle. Arrêté. Il s'est fait bloquer Ahmed Bellal. Et les Français qui se remotivent. Ça pousse parfaitement bien quand même en défense côté tricolore. Ah, le shoot avec le rebond, toujours très compliqué pour un gardien. Et surtout qu'il rabat son ballon au sol. Donc le gardien a tendance à s'affaisser. Et avec le rebond qui se fait à 50 cm du pied du gardien, la balle remonte au moment où le gardien est au sol pratiquement. Allez, sans doute la dernière possession de balle. Il reste 20 secondes.
Les Français vont attendre le tout dernier moment pour attaquer, mais attention, refus de jeu tout de même. C'est ce que réclame l'entraîneur yougoslave Zoran Zivkovic. Il reste 10 secondes. Et un dernier shoot peut-être avec Bertrand Gilles. Passage en force du Chambérien, c'est un petit peu rude. Ça c'est limite parce que Bertrand avait trouvé l'intervalle. Il y aura le buzzer alors que Anquil s'est accroché au meilleur buteur d'hier d'ailleurs. Il venait de faire son entrée. Allez, ça va se terminer sur ce score de 11-10. La fin de cette première période, on va tout de suite retrouver Philippe Gardon avec l'ancien capitaine de l'équipe de France qui va se baisser un peu pour être à la hauteur de Philippe. Ouais, tout à fait. Guéric, on a l'impression de voir ton vrai retour au niveau international. Au niveau défense, c'est vraiment compact. Au niveau offensif, tu bouges bien. J'ai l'impression que vraiment que c'est le vrai Guéric Carvadec. Ben, je te remercie parce que moi j'ai l'impression que je suis vraiment à la ramasse. Au niveau du souffle, c'est vrai que j'ai profité de 10 jours de vacances avant sur le Bercy où je ne me suis pas entraîné et que c'est un peu dur physiquement. Donc si toi tu trouves que c'est bien, c'est un bon départ, c'est bien. Sincèrement, je trouve vraiment que tu commences à avoir des jambes justement, même si ça paraît paradoxal par rapport à... Non, c'est le maillot, c'est le maillot. Non, c'est vrai que bon, en défense, j'essaie de me concentrer à 100% parce que c'est là que je sais qu'en travaillant bien en défense, en attaque, j'ai retrouvé mes jambes. Et bon, bah, ça marche un petit peu, mais bon, là, ça commence à être dur physiquement parce qu'ils sont assez pesants quand ils font beaucoup de 1 contre 1, ils sont très vifs. Mais bon, encore 30 minutes, j'espère qu'on va pouvoir gagner ce match, c'est important pour nous. Je te remercie. 11-10, merci à Guéric Carvadec. 11-10 à la mi-temps en faveur de l'équipe de France. Et là, la spéciale de Greg Anquetil, le relais de Carvadec. Et à la conclusion, Didier Dinard dans une position inhabituelle, mais il montre qu'il a les capacités pour ajuster le gardien adverse. Allez, on va tourner une page de pub et avec Jean-Louis Legrand, on vous dira tout sur le tirage au sort du Mondial 2001, dont la phase finale est prévue en janvier en France. Côte à côte avec mon ami Jean-Louis Legrand. Quel bonheur, j'espère qu'on sera côte à côte à l'occasion du Mondial 2001 au mois de janvier en France. Ça, c'est quand même un gros événement organisé par la Fédération française de handball. Vous, anciens joueurs, vous auriez aimé quand même disputer un mondial en France? Déjà, un mondial tout court. Ah, oui. Non, mais le dernier championnat du monde en France, c'était en 1970. Et là, il n'y avait même pas de salle comme Bercy pour recevoir ce championnat du monde. Et là, je me souviens que Nelson Payou avait fait construire, porte d'Ivry, un complexe pouvant contenir 7000 spectateurs. Et c'est vrai que c'était un grand événement. Et bien là, il y a eu un grand événement tout à l'heure avant ce France-Égypte. Il y a eu le tirage au sort de cette phase finale 17e édition mondiale. 17e édition mondiale. Ce sera en France. Regardez un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure sur le parquet de Bercy avec Monsieur Godard qui nous a sélectionné quelques belles images. Il y avait des échassiers mais qui ont apporté tout simplement les boules pour participer au tirage au sort et quelqu'un nous donne rendez-vous. Jackson Richardson qui nous attendra pour ce mondial 2001. Ce sera sans doute sa dernière grosse compétition. Et là, on va découvrir la première partie du tirage au sort. Il manque les équipes du rang 1, notamment l'équipe de France qui faisait partie de ce chapeau avec la Suède, la Russie et l'Espagne. Et regardez, écoutez surtout le président Amiel qui va donner le choix de l'équipe de France pour savoir contre qui les Français disputeront la première phase. Il va falloir mettre un terme à cet insoutenable suspense. Dans quelle poule évoluera donc l'équipe de France? La France a choisi le groupe B. La France dans le groupe B. Et voilà, effectivement, le choix a été fait sur les conseils, bien évidemment, du sélectionneur national, Daniel Costantini. Le groupe B avec la France, il y aura l'Argentine, la Yougoslavie, l'Algérie, l'Asie 2. Le nom sera connu au mois d'août. Il y aura également le Brésil. Alors les autres poules, vous l'avez découvert progressivement sur notre panneau. Dans la poule A, sachez qu'on retrouvera la Suède, l'Égypte, le Portugal, l'Islande, le Maroc et la République tchèque. Dans la poule C, l'Espagne, la Croatie, l'Allemagne, l'Asie 1, Cuba et les États-Unis. Et enfin, dans la quatrième et dernière poule, la poule D, on retrouvera la Russie, la Slovénie, la Norvège, la Tunisie, l'Ukraine et enfin l'Asie numéro 3. Jean-Louis Legrand, il est temps maintenant de revenir un petit peu sur cette équipe de France. Expliquez-nous un petit peu pourquoi on a pu choisir de la sorte pour l'équipe de France. Déjà, à chaque tirage au sort pour un championnat du monde, la nation recevante a le droit de choisir sa poule. Alors pourquoi Daniel Costantini a choisi le groupe B, par exemple, plutôt que le groupe D qui semblait plus facile dans un premier temps? Il faut savoir que pour les tours suivants, pour les quarts de finale, le groupe A et le groupe B seront ensemble. Donc Daniel Costantini, au vu du groupe C, regardez ça, il y avait à ce moment-là, avant l'Espagne, la Croatie, l'Allemagne. Donc il fallait absolument éviter ce groupe-là. Parce que les deux premiers du groupe A et du groupe B vont rencontrer les deux premiers du groupe C et du groupe D. Bien sûr, en demi-finale croisée.
On m'a dit de vous... je suis en train de rigoler parce qu'on m'a dit de vous dire non à un moment ou à un autre parce que je disais toujours oui, mais vous avez raison en plus avec vos explications. Bien sûr, j'ai raison. Et ce qui fait que là, ça se transforme très bien puisque la France, admettons que la France termine première du groupe B, elle a de grandes chances de se qualifier, de terminer dans les 2 premiers avec la Suède. Ce qui fait que la France rencontrera le premier ou le deuxième du groupe C, groupe D. Hein, et après, jouera peut-être la Suède en finale. Alors si vous n'avez pas tout compris, vous faites www.legrand.fr et vous retrouvez les explications de Jean-Louis. Nous, le plus simple, c'est de retrouver Daniel Costantini, l'entraîneur de l'équipe de France, qui nous dise un petit peu au micro de Philippe Gardan ce qu'il pense justement de ce choix et de ce tirage. Daniel, le tirage au sort vient de se terminer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette poule? Tout d'abord, que ça n'a pas été facile de choisir parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain équilibre entre les 4 groupes. Moi, j'ai fait un tirage au sort, je dirais, où j'ai essayé de me ménager, c'est-à-dire on a une poule qui n'est pas trop forte, mais avec quand même la Yougoslavie qui est une grosse équipe. Donc si on veut finir premier, il faudra faire un espoir dans la première phase. Je pense que, à part la tête de série, toutes les autres équipes de la poule A, à mon avis, sont à notre portée si on veut avoir des ambitions. Bon, après on parle des quarts de finale. Un quart de finale, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on aura le temps d'y aller, quoi. Ouais, alors le fait de choisir la poule B, c'est exclusivement fait pour justement éviter la Suède? Voilà, en partie, ouais, c'est-à-dire, bon... Même si tout le monde fantasme sur le fait que la Suède va un jour perdre son niveau, pour l'instant c'est la meilleure équipe du monde. Donc essayons quand même de la rencontrer le plus tard possible. Bon, je te remercie. Voilà, en tous les cas, ce qui corrobore exactement ce que vous nous aviez dit. Tout de suite, une page de pub, Jean-Louis, on vous retrouve pour la seconde période, www.legrand.fr. A tout de suite. Allez, on se retrouve au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour la seconde période de ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Égypte. Pour l'instant, ce sont les Français qui mènent 11-10. Ça a été bien pendant un certain temps. Puis sur la fin, les Pharaons sont un petit peu revenus. On va tout de suite donner le coup d'envoi de cette seconde période et on va tout de suite retrouver Philippe Gardan dans le même temps en compagnie de Daniel Costantini pour évoquer un petit peu ce que Daniel attend de cette seconde période. Oui, Daniel, on a vu une équipe de France en première mi-temps avec une défense très compacte. Par contre, avec quelques petites difficultés au niveau de l'attaque. Est-ce que pendant la mi-temps, tu as donné quelques consignes dans ce domaine? Je leur ai dit de choisir les formes de jeu dans lesquelles, grâce auxquelles ils seraient les plus à l'aise. On dirait qu'ils s'y avertuent. Par exemple, je demandais à Jackson d'arrêter de faire des croisés avec un arrière droit qui était droitier et ça ne débouchait pas sur grand-chose. Alors j'espère qu'ils vont y arriver parce qu'on se met en difficulté. C'est vrai que l'absence d'un gaucher arrière droit, ça nous pénalise, mais bon, je veux dire, ça fait partie du jeu, quoi. Alors j'espère qu'on va choisir un peu mieux. Et là, c'est pas le cas pour l'instant. Merci. Avec l'entrée côté français de Marc Villeberger en début de seconde période. Guillaume Gilles, lui, va souffler pendant ce temps-là. On va changer de gardien également. Côté égyptien, on a fait rentrer Ahmed Ebrahim Mohamed. Achraf, lui, n'est toujours pas revenu sur le terrain. Ça, c'est bien fait. Il n'y a pas Achraf, par contre, il y a Ahmed Bellal qui, lui, est en pleine confiance. Oui, en plus, c'est un joueur qui est très adroit. Il n'y avait pas beaucoup de place pour faire passer le ballon. 60% de réussite en première mi-temps avec 3 buts sur 5 tentatives. Le français, il faut souligner Guillaume Gilles et ses 100%, 4 sur 4. Bertrand rentre au deuxième pivot. On va travailler pour les arrières maintenant. Quelle adresse de la part de Gaël Carvalel parce que la passe n'était pas très précise de Marc Villeberger. Il y a les zones. Bellal qui a voulu jouer avec Nabil. Et faute de Villeberger, mais ça va permettre à l'équipe de France de se replacer. Voilà, on se replace côté égyptien. Tranquillement. Rentrée d'un deuxième pivot. Cette fois-ci, c'est un ailier. Et toujours le même avec ses tirs à la limite du vice quand même. Hein. Ce sont des tirs. Non, je veux dire par là que ce sont des tirs masqués pour le gardien. Pas facile à arrêter. Avec un geste un petit peu curieux d'ailleurs. Oui, non, justement, ils mettent l'effet dans la balle. Regardez, le gardien français est parti à contre-pied. C'est un joueur très adroit et très dangereux, Bellal Ahmed. On est à 5 sur 7. C'est quand même pas mal. Et la France a du mal à trouver ses marques en attaque.
D'autant que c'est un 2-0 que l'Égypte vient de réussir. L'Égypte qui est passée en tête pour la première fois du match. Et oui, troisième passage en force pour Bertrand Gilles. Remontée de balle d'Ahmed Bellal et retour en défense de Didier Dinard. Toujours la même défense française. 1-5, homme à homme, avec Bertrand Gilles légèrement détaché sur ce buteur égyptien. Bellal. Une possibilité de plus 2 à l'arrivée de cette action avec l'accélération de Chérif Mohamed. Coup franc pour l'Égypte avec Bellal. Ouais, l'Égypte qui part toujours avec un pivot et rentrée d'un deuxième pivot, hein, Philippe. Philippe Gardant. Et là, c'est Chérif Mohamed qui est passé. Justement, c'est quand même une attaque très efficace parce que là, ça fait 3 attaques sur 3 où les Égyptiens marquent. Et toujours avec le même schéma, à savoir rentrer d'un deuxième pivot, faire redescendre Bertrand Gilles au 6 mètres. Et ben, là, les Égyptiens trouvent des solutions. Oui, complètement, Jean-Louis. C'est tactiquement très très bien joué de la part des Égyptiens. On a une défense française style 3-2-1, 5-1, un peu modifiée. Et c'est vrai que la solution pour essayer de contrer cette défense, c'est de faire rentrer un deuxième pivot, chose qu'ils font très très bien. Et après, trouver des arrières complètement lancés. C'est quand même 3-0 maintenant dans cette seconde période. On a encore changé. On attaque avec Anctil qui ne bénéficiera pas du coup franc si l'arbitre est revenu à la faute sur le Montpelliérain. Ouais, même en attaque, les Français ont du mal à trouver leur marque. Regardez comment c'est chaud dans la surface, enfin dans la surface, devant la zone égyptienne. Petit pote 2 entre Marwan Hargab et Guéric Kervadec. Et maintenant on essaye Jackson Richardson au poste d'arrière droit. C'est pas mal aussi. Ouais, mais défense très avancée des Égyptiens sur Richardson. Donc on ne pourra pas l'utiliser pour lancer les attaques. Quand même relativement facile de Marc Wittberger, raté, contre-attaque immédiate. Et Thierry Omeyer, bien joué aussi également Guéric Kervadec. Il n'a pas mis le pied en zone. Golic, belle parade cette fois-ci de Ibrahim. Là c'est du handball spectaculaire. Hein. 2 beaux arrêts de gardien. Et oui, à partir du moment où il y a des arrêts de gardien, le handball devient spectaculaire. Regardez cette action de Andrei Golic qui essaie de déborder par un léger désaxé son défenseur. Et Ibrahim était à la parade. Est-ce que l'équipe de France va arriver à contrer cette combinaison égyptienne, à savoir cette entrée en deuxième pivot? Voilà, là c'est l'ailier droit. La fille qui est rentrée. Ça va mieux s'organiser côté français. Et le poteau qui vient sauver Omeyer. Kervadec, Anctil, contre-attaque, non. Alors, bon repli défensif des Égyptiens. C'est fini. La montée de balle est avortée. Et les Égyptiens demandent un temps mort car le gardien s'est fait mal tout à l'heure sur l'action de Golic. Et Jackson lui demande un petit peu de colle sur le ballon. Oui, les joueurs ne peuvent plus jouer sans colle maintenant. Ce qui leur permet justement de faire ce qu'ils veulent avec la balle. Alors c'est le genou gauche qui avait déjà blessé le genou de Mohamed Ibrahim, le gardien égyptien, qui est rentré en tout début de seconde période, alors que Daniel Constantini lui a choisi de donner du temps de jeu à Thierry Omeyer, le gardien de Célestat. Et pour en revenir à la colle, là c'est vrai que maintenant c'est devenu un élément très très important dans le handball mondial. Ah, c'est un élément indissociable au handball et c'est vrai que parfois il nous arrive à l'entraînement d'oublier la colle et les gars sont incapables de s'entraîner correctement. Ils sont incapables d'attraper une balle correctement puisqu'ils sont habitués à avoir cette colle. C'est là où vous gagnez vos matchs, Philippe. Oui. Mais là, à mon avis, c'est pas un cas un problème de colle. Je pense que c'est plutôt que la balle est mouillée et ça glisse. Oui. Voilà. Enfin, vous la respirez la colle et les joueurs l'utilisent pour le ballon. Et Guillaume aux manœuvres. Et toujours cette même défense égyptienne, à savoir un défenseur très avancé sur Richardson. Voilà. C'est passé avec Guéric Kervadec qui retrouve aussi des petites sensations offensives. C'est ce qu'il évoquait tout à l'heure avec Philippe Gardant.
On voit tout le travail de Guillaume Gilles qui a attiré 2 défenseurs sur lui. Automatiquement, Guéric Kervadec a un peu d'espace. Il reçoit le ballon dans très bonnes conditions. Et il vient battre le gardien égyptien. El Nakib qui est revenu à la place de Brahim qui se fait toujours soigner son genou gauche. C'est une ancienne blessure, hein. Ça ne peut pas lié simplement au tir de Golic tout à l'heure. Encore avec 2 pivots côté égyptien, mais ballon cette fois-ci perdu. Passage en force. Oui, à préciser aussi que Daniel Costantini fait toujours confiance au gardien de Célestat, Thierry Omeyer. Il laisse au repos Bruno Martini. Bruno Martini qui reviendra jouer à Montpellier, justement avec Thierry Omeyer qui quitte le club de Radou Vonia. D'ailleurs, Radou va quitter aussi le club de Célestat. Ils emmenent à la 5e place du championnat. Il se fait virer comme un improbe. C'est assez bizarre quand même. Enfin bon, chacun ses choix. Je pense que Radou Vonia n'aura pas besoin d'attendre trop longtemps pour retrouver quelque chose. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Regardez ce joli petit plan avec le bon miel. Oh, Richardson, culotté, il est monté comme un volleyeur. Voilà, il est monté, appui de pied. Et là, il a attendu de voir ce qui allait se passer devant lui. À savoir ce qu'allaient faire les défenseurs égyptiens avec leurs bras, le monter les bras. Il attend le dernier moment. Il attend aussi de voir partir le gardien. Et là, il décide de choisir sa solution. Joli temps de vol pour Jackson. Oh, il a une qualité physique pour cela. Le but du volleyeur pour Jackson Richardson, un futur star, sans doute l'une des stars en tous les cas de la Liga, qui est un championnat très relevé dans la foulée de celui de l'Allemagne. Golic est contré, Richardson qui termine avec la roucoulette. Ah, superbe. Elle est somptueuse. Superbe Richardson qui fait une passe en or pour André Golic. Bon, André Golic est en échec face au gardien. Balle renvoyée par le gardien égyptien, récupérée par Richardson qui embarque le gardien comme il veut, qui l'oblige à exploser, et juste avec une roucoulette. Et justement, la colle est très importante là-dessus, parce que normalement la balle aurait dû fuser, et avec la colle elle reste bien accrochée au sol, ce qui lui permet de rentrer dans le but égyptien. Un ballon qui a quasiment rebondi derrière Richardson, et avec l'effet il a fait le tour de Mohamed El Nakib. C'est mieux pour la France, car après le 3-0 infligé en tout début de seconde mi-temps, eh bien ça va mieux puisque la France maintenant mène 14-13. Et la France qui vient de réussir un 3-0 devant l'équipe d'Égypte, un petit peu déstabilisée par la blessure de son gardien Ibrahim. Il faut à tout prix gagner pour le mental, même si les joueurs l'ont dit, répété. On est déjà plus ou moins en vacances. Oui, non, mais... Il faut réussir un beau résultat ici. Bercy, c'est quand même sacré pour l'équipe de France. D'ailleurs, Philippe, vous y gardez un excellent souvenir. Oui, c'est vrai que ça a été, je dirais, presque le détonateur de notre fameuse équipe de France pour cette grande épopée. Et c'est vrai que ça a été quasiment, on dit, le jardin pour cette équipe de France. Et puis voilà, c'est des bons souvenirs, c'est 15 000 spectateurs à chaque fois, c'est pas mal de choses. Oui, c'est la fête du handball, la fête annuelle du handball français. Ce sera la fête du handball mondial au mois de février 2001, avec les demi-finales et la finale qui auront lieu dans cette superbe enceinte du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il va y avoir un gros succès si on est sur la même base, notamment que le championnat d'Europe de basket qui a eu lieu en France. On est sur la même base que la Coupe du Monde de football en France. Ça nous promet quand même un très gros spectacle avec les 24 qualifiés. Kervadec, qui a trouvé la transversale, malheureusement pour lui. Attention à la montée de balle. Heureusement que le porteur de balle garde trop longtemps le ballon, ce qui permet aux défenseurs français de se replacer, de le contrer. Donc un petit peu de vivacité là-dessus, Edouard Nabil. On va retrouver en tous les cas Ashraf Awad. Oui, Yannick qui a été obligé de piétiner sur ses 2 derniers appuis, c'est ça qui l'a peut-être déstabilisé avant de déclencher son tir. Là, il y a des mains qui... Oui. Guigagnin a vérifié si Awad était bien rasé. Apparemment c'est le cas, mais Guinard va passer
2 minutes sur le banc. Infériorité numérique pour l'équipe de France. Fawad. Bien de meilleur, mais récupération encore de l'arrière gauche égyptien. Un arrêt très intelligent de Meyer, qui avait pratiquement forcé Achraf à tirer dans le coin qu'il avait choisi lui. Il n'a pas choisi le coin visiblement. Si, il avait choisi le bon coin, mais il est arrivé trop tard. Et ça passe vite hein, avec Achraf Fawad. Ah oui, il y était encore. Petit trou de souris pour loger ce ballon et permettre à l'Égypte de revenir à égalité 14 partout. On trouve une défense égyptienne très avancée alors. Tous les joueurs sont pratiquement à 9 mètres. Il va y avoir un gros travail des avants français. Et regardez le talent de Laurent Puységur. Il sent les coups. Il est rentré 15 petites secondes et c'est au fond. Justement, c'est l'avantage d'avoir des joueurs de cette qualité. Il rentre et au bout de 5 secondes, il est performant. Petite roucoulette encore une fois pour contourner le gardien. 15-14. Bonne défense de Guillaume Gilles qui prend de plus en plus d'assurance à ce poste. Berger demi-centre maintenant. On a Ville derrière lui. C'est à côté. Oui, si ça avait été dedans, c'était pareil. 15-14 pour la France. Balle a bien négocié. Anctil qui avait jeté un petit coup d'œil au gardien égyptien qui était avancé. Ferme son poteau. Hein. C'est de boucher les angles de l'attaque placée de l'équipe de France avec Puységur en demi-centre qui va rentrer au poste de pivot. Défense en zone alors que El Nakib a fait un petit peu peur à l'arbitre macédonien. Il va falloir quand même attaquer sérieusement cette défense très avancée des Égyptiens. Philippe, il y a un changement tactique en attaque. Carton jaune au passage pour le ball. Oui, effectivement, mais encore une fois, je pense qu'il va falloir faire rentrer encore un deuxième joueur et jouer vraiment avec patience et attendre un petit peu les débordements des pivots, notamment en ce qui concerne les intervalles externes, tout simplement. Quand Philippe dit faire rentrer un deuxième joueur, c'est rentrer un deuxième pivot. Et Grégory Anctil, lui, continue son festival au niveau des pénaltys. C'est à nouveau à égalité numérique avec l'équipe d'Égypte. Cette infériorité ne s'est pas ressentie au niveau du score. Au contraire, puisque les Français mènent 16-14 grâce au nouveau pénalty réussi par le Montpellier. On a vu toute la volonté de Grégory Anctil dans ce pénalty. Il va falloir bouger en défense là, parce que les Égyptiens commencent à accélérer la circulation de balles. Ils vont trimballer cette défense française de droite à gauche pour essayer de les prendre de vitesse dans un intervalle. Berger n'a pas eu peur d'aller au contact d'Achraf Fawad. Nabil. Achraf Fawad. Chérif. Chérif encore. Et bonne défense de Dinard. Sanctionné, dommage. Et regardez cette circulation de balles des Égyptiens qui s'approchent de plus en plus de la défense. Il va faire attention, il vient d'être sorti 2 minutes. Là, il y a faute a priori de... Non, mais une faute... Bénigne. Golic les siffle, tout va bien. C'est vrai que c'était dans le jeu et il n'y a pas un brin de méchanceté de la défense française. Simplement du solide. Ah, Anctil qui a manqué d'un petit rien. Interception. Chérif. Ballon contré. C'est ce qui a pris à contre-pied Thierry Omeyer. Dommage. Un petit peu de chance pour l'équipe égyptienne. Tir contré qui prend un contre-pied Thierry Omeyer. Regardez sur cette suspension. Vitkovic, le nouvel entraîneur de l'Égypte. Retour de Bertrand Gilles. Association frère Guillaume.
Berger maintenant. Oui, cette fois-ci au poste d'arrière gauche. Il varie au maximum les combinaisons, mais Daniel Constantini a dit, il l'a confirmé à Philippe Gardant, qu'il laissait un maximum de liberté à ses joueurs en attaque actuellement. Il veut avant tout travailler défensivement, c'est pour ça que la défense est solide, très vigilante, mais pour le reste, eh bien, c'est un petit peu débrouillez-vous devant. Et la session spéciale, hein, Philippe, à Guillaume. Passage de bras. Hein. Ouais, son passage de bras, quand Guillaume reçoit la balle en course et fait son passage de bras, il est difficilement rattrapable. Et là, c'est vrai qu'il l'a prouvé encore ce soir. Maintenant, au niveau de l'attaque, il marque 17 buts, il reste encore un quart d'heure, c'est pas trop mal hein, au niveau du quota but. Hein. Oui, on craignait un petit peu hein, au début de première mi-temps. Une journée moins serrée au niveau des scores hein, qu'hier. 33-27, je vous rappelle, la Suède a dominé le Portugal. Hier, les Suédois s'étaient inclinés 22-20. Et tout simplement, en cas de succès français aujourd'hui, eh bien, les Français seraient seuls en tête de ce tournoi de Bercy. Et n'auraient plus qu'à gérer éventuellement face à la Suède demain pour inscrire une 6e fois leur nom au palmarès, ces joueurs d'équipe de France. Chaud pour Mohamed Cherif qui est resté au sol. Et là, vous pouvez nous rassurer, Philippe, les frères Gilles vont rester à Chambéry pour la saison prochaine? Je peux vous rassurer, Jean-Louis, effectivement, les deux frères Gilles resteront encore à Chambéry l'an prochain. Et vous allez renforcer, tu vas renforcer ton équipe. Oui, il va vouloir l'affaiblir. On va essayer surtout de combler les départs parce que nous avons 4 départs, donc on a compensé les départs avec des arrivées, donc 4 arrivées. Et puis essayer de conforter un petit peu nos pièces fortes, telles les Brothers Gilles. Voilà. C'est vrai que les frères Gilles sont sollicités de toutes parts, de l'Espagne, de l'Allemagne. Et lorsqu'ils partiront, eh bien, ce sera difficile à compenser pour Philippe et son président. Président de Chambéry présent ici, en compagnie d'un grand supporter chambérien, si je ne m'abuse, l'humoriste Laurent Violet. On part en défense, toujours avec cette défense 1-5, homme à homme. Le poteau et récupération de l'ailier, le ballon était sorti. Exact. Et là, il faut monter la balle rapidement, sans dribble au possible, aussi possible. C'est une chose qu'on a du mal à faire. Je crois qu'on y revienne d'ailleurs avec Philippe parce que on perd énormément de temps dans ces montées de balles, justement parce qu'on dribble trop. Peut-être un manque de capacité physique actuellement. Ce marketing d'Eurosport France est venu sur le terrain tâter du handball. Nicolas Avram, entre autres. Et Bruno Barbier. Antil pour un nouveau penalty. Et cette fois-ci, c'est une grande première dans ce tournoi de Paris-Bercy. Il n'a pas fait sa fin de classique, mais ça a quand même fonctionné. Justement, c'est pas facile pour les gardiens. Grégory Antil est un joueur qui est capable de marquer, qui a plusieurs possibilités de marquer sur penalty. Il peut faire une feinte, 2 feintes, 3 feintes ou tirer directement. Il n'a marqué que 20 fois en championnat, mais il y a d'autres tireurs de penalty à Montpellier. Golic notamment, 27 pour lui. Voilà, on travaille toujours avec 2 pivots. Et là, encore une fois, la défense française est battue. Avec le bras de Bellal. Il y a des blocages qui se font dans la défense française. Voilà, un simple 1 contre 1. Et le Bellal se retrouve en position de tir. C'est qui physiquement sont un petit peu justes actuellement, mais c'était attendu de toute façon. Donc, se souvenir des propos de Gaël Karadec qui est au repos, déjà bien usé. Je vous rappelle, les vacances seront à suivre pour ces joueurs français. Les Montpelliérains, les joueurs de Chambéry vont continuer à travailler un petit peu en club au niveau notamment de la musculation. Après, ce sera les vraies vacances. Direction ensuite Vittel et le stage à partir du 17 juillet. Un stage de 15 jours avec là 5 à 6 heures de travail par jour. Oui, on prépare les Jeux Olympiques. Et l'équipe de France a de grandes chances de monter sur le podium. À condition de la fin rester. Du mois d'août, Jean-Louis, il y a un gros tournoi du côté de Strasbourg. Oui, l'Euro tournoi. Il y aura un très beau plateau. Il y aura la Russie.
l'Allemagne. Entre autres, l'Allemagne. Et le dernier, je vais chercher dans mes nombreuses fiches. C'est un tournoi qui est toujours très très bien organisé. Et le sauvetage, non, il avait le pied dehors. Voilà, il n'y a pas de dribble pour l'instant. Il faut enchaîner, il faut enchaîner, il faut enchaîner. Voilà. Il n'y a pratiquement pas eu de dribble sur ces montées de balles. Et automatiquement, eh bien, on trouve un attaquant français démarqué, ou tout du moins en bonne position de tir, avant que la défense égyptienne ne se remette en place. Il y aura, j'ai retrouvé l'Allemagne, le Portugal et la Russie au tournoi olympique de Strasbourg. 19-16, c'est bon pour la France, c'est bon pour le moral de continuer à faire la course en tête. Mais il faut tenir en défense. Il faut tenir en défense et puis arriver à contrer cette attaque égyptienne lorsqu'elle fait rentrer un deuxième pivot. L'Égypte, championne d'Afrique. Et qui a terminé 7e au dernier championnat du monde 99, c'était chez elle justement. Donc, toujours intéressant, c'est une bonne référence pour les Français de s'imposer aujourd'hui, d'autant qu'ils ont pas mal de joueurs absents. Hein. La liste est relativement longue. Joulin, Fernandez, Casal, Burdet. Même si bien évidemment Daniel Costantini ne pourra pas emmener tout le monde, ça c'est une certitude malheureusement pour lui à Sydney. Le réservoir est riche actuellement côté français. Oui, puis des jeunes joueurs en plus. Hein. De très jeunes joueurs. La moyenne d'âge de l'équipe de France est de 24-25 ans. Alors, au niveau des commentateurs, hier avec Philippe Gardon, on était à une moyenne d'âge de 36 ans. Oui, ça, alors, attendez, là je vous vois venir. Et ça vient de Philippe Gardon. Mais qui voulait tout prix. On pourrait faire la moyenne au poids aussi. Hein. On était 36 kilos également. Vous ne voulez vraiment pas dévoiler, parce qu'il y a eu plein de coups de téléphone, vous ne voulez pas dévoiler votre date de naissance à tous vos admirateurs. Non. Oui, là, Jean-Louis, je te soupçonne de ne pas m'ouvrir le micro pour que je ne puisse pas répondre. Bon, il y a des consignes très strictes au niveau du poids de la part de Bruno Poulin. Bonne intervention du gardien, c'était spectaculaire devant Anctil. Il est venu quasiment à 2 mètres de l'ailier Montpellier. Regardez sur ce ralenti. Attention, 19-17, possibilité de revenir à un petit but pour l'Égypte. Ah, c'est très très beau jeu égyptien. Défense en zone de Gary Carvadec, qui était très peu aidé quand même sur cette action. C'est ce qu'il explique d'ailleurs à Jackson Richardson. Alors regardez le ralenti d'Anctil. Belle intervention de El Nakib. Et là, au penalty, ce sera Amer El Ghachi face à Thierry Omeyer qui est parti pour jouer l'heure de jeu complète. Richardson qui en rajoute un petit peu. Regardez l'écart entre les deux hommes. Et oui, bien joué Thierry Omeyer. C'est son deuxième penalty arrêté aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était face à Ashraf Awad. Et là, il s'attendait quand même à la feinte. Ah, il est parti du bon côté. Là, Thierry, il se retrouve à 3 mètres du tireur. Hein. Ah oui, il est en train de s'imposer en équipe de France. Très très grand gardien. Il jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Oh là là, Guillaume qui était parti sans trop savoir quoi faire du ballon. Christian Godin, lui qui est aujourd'hui âgé de 33 ans. Bruno Martini touche la trentaine. Oui, mais pour les gardiens, c'est pas trop grave. Hein, parce qu'il a énormément d'expérience. Et en général, c'est bon pour l'équipe. Gabriel est en train de réussir un gros match aujourd'hui. Il a sorti quelques beaux ballons. On a quand même de bons gardiens en France. Hein. Barlotto aussi, qui a terminé meilleur gardien du championnat. Beaucoup devant la zone adverse et le shoot en appui. Juste dans l'intervalle, c'est parfait. d'Andrej Golic. Il a peut-être reçu le ballon un peu trop bas. Donc il a dû perdre 3 à 5 dixièmes de seconde. Et la balle arrive non, la balle lui arrive parfaitement justement à hauteur d'épaule, ce qui lui permet d'armer tout de suite et de se mettre dans une position de tir idéale. Ce sont vos yeux, Jean-Louis, vous nous en parliez tout à l'heure. Oui, exact. Pourtant, on est loin du terrain.
Je comprends pas. Ah, on est configuration mondiale 2001. Hein. On sera pas plus proche. 20-17, à nouveau plus 3 pour l'équipe de France, alors que les Égyptiens étaient revenus à -1. Guillaume Gilles s'excuse auprès de Chérif Mohamed. Achraf est à nouveau sorti. Donc on va repasser par Ahmed Bellal. Soit Mohamed Chérif qui va bien au contact hein, quand même là-dessus. Pas trop de mouvement de Guillaume Gilles. Bellal. Ça c'est bien fait pour Nabil. C'est une combinaison qui fonctionne très très bien quand même. Bloc, remise au bloc dans la défense française. C'est-à-dire que le pivot est monté bloquer le défenseur du porteur de balle. Et après, regardez, bloc, porteur de balle déborde et remise au bloc qui rentrait à 6 mètres. Une combinaison très simple en fait. Un petit peu école. Oui, complètement. 20-18 pour l'équipe de France. Il reste 8 minutes de jeu. Les Français peinent physiquement et pour l'instant tiennent toujours le score. Et c'est bien là l'essentiel actuellement. Ankil qui cherchait à alerter Kervadec, mais là il faut revenir vite. Les Égyptiens n'ont pas pu poursuivre, notamment El Alfi. C'est vrai qu'on est un petit peu loin du terrain, mais enfin Philippe Gardan est au bord du terrain. Physiquement, ça a l'air dur, Philippe. Ah, je peux vous assurer que c'est vraiment dur. Hein. Il y a des gros bébés, je ne sais pas si de haut on se rend compte par rapport aux Égyptiens, mais il y a des gros bébés. Ouais, ce qui fait que la défense égyptienne est en train d'user les attaquants français. Oui, je pense. Ouais. Je pense que là, il les force un petit peu à aller au contact. Voilà, à l'image de Jackson. Et Jackson rebondit vraiment sur une montagne de muscles. Ouais, ils ont toujours été costauds, ces Égyptiens. Hein. Oui, bah, c'est une de leurs particularités. À la limite, je dirais, par rapport aux pays africains, c'est presque un paradoxe parce qu'on est toujours habitué aux Algériens qui sont quand même de plus petite taille et qui jouent beaucoup plus vite, mais plus petits. Les Tunisiens, pareil. Et là, c'est vrai qu'on a affaire maintenant à des équipes, je dirais, africaines, nord-africaines, qui sont vraiment de gros et de beaux gabarits. Oui, mais c'est un petit peu le jeu à l'européenne. Hein. Oui, bon, la preuve, hein, d'ailleurs, ils ont un entraîneur maintenant yougoslave, donc ils s'adaptent effectivement. Et je crois qu'ils ont bien compris que le handball européen était plus efficace que le handball africain. C'est beau. Le but réussi à l'instant même par Marwan Ragab. Regardez un petit peu comment il s'est couché au poste de pivot. Et oui, il est parti dans le dos des défenseurs, rattrapé et raccroché par Guillaume Gilles. Donc automatiquement, eh bien, le but a été accepté puisque le porteur de balle égyptien n'était pas en zone. Mais par contre, Guillaume Gilles, lui, s'est fait sortir 2 minutes. Et puisque vous évoquiez l'Algérie, je vous rappelle que l'Algérie sera dans la poule de l'équipe de France à l'occasion de la phase finale du Mondial 2001 avec l'Argentine, la Yougoslavie, l'Asie numéro 2. Réponse le 20 août prochain, cette équipe asiatique. Et enfin, le Brésil. Oui, ça demanderait une préparation quand même particulière pour jouer une équipe comme l'Algérie qui a l'habitude de défendre pratiquement sur tout le terrain comme au basket. Et c'est une défense très éprouvante. Daniel Cosentini sera obligé d'ailleurs de mettre ses petits gabarits, des joueurs très rapides aussi, parce que les gros gabarits ne touchent pratiquement pas le ballon. Ségur est rentré, c'est Golic qui gère le poste de demi-centre. Et ce refus permet à l'équipe d'Égypte de repartir et à nouveau l'Égypte en position d'égaliser. C'est fait avec la puissance de Marwan Ragab qui est en train de faire mal là, coup sur coup. Oui, là on perd des ballons bêtement en attaque. Et là les Égyptiens en profitent. Et Thierry Omeyer va céder sa place à Bruno Martini. Daniel Cosentini tente un petit quelque chose. Il y a moins de réussite actuellement pour Omeyer. Oui, enfin Omeyer vient de prendre des buts à 6 mètres, donc c'est difficile quand même pour lui. Mais là, bon, c'est vrai que c'est un coup de poker de la part de Daniel Cosentini. Il fait rentrer l'expérience sur les 10 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, pardon. Donc là, Bruno, je pense que c'est un joueur capable de se mettre dans le coup tout de suite. Ça c'est bien fait de la part de Laurent Puisségur. Tout comme Laurent Puisségur, qui ne joue pas beaucoup, mais qui, lorsqu'il rentre, est tout de suite efficace. Et il a profité de la mononucléose infectieuse de Guéric Kervadec pour jouer, pour avoir du temps de jeu. Laurent Puisségur. Et c'est vrai que c'est un joueur intéressant à voir dans une équipe, hein, Philippe, un garçon comme Laurent Puisségur. Laurent, c'est une mine d'or, il est capable de jouer à tous les postes, au même titre que Bertrand, pardon. Et c'est vrai que là, actuellement, Daniel en fait sa spécialité, il le fait rentrer uniquement dans les infériorités numériques et à chaque fois il marque. Donc vraiment une mine d'or pour l'équipe de France.
Seguir qui avait débuté en équipe de France à l'occasion du mondial égyptien, justement, en 1999. Qui a quand même marqué 71 buts en championnat cette année avec Montpellier sans tirer le moindre pénalty, en tous les cas sans marquer le moindre pénalty. On a vu toute l'expérience de Bruno Martini qui a pratiquement forcé le tireur égyptien à lui tirer entre les jambes. Il avait les jambes bien écartées au départ et il a vite resserré. L'Égyptien est tombé dans le piège. En plus, il est tombé sur la tête, c'est pour ça que... Non, sur la cheville. 21-20 pour l'équipe de France, un Égyptien au sol. Alors qu'on va revoir ce qui s'est passé, il était dans la surface. Nabil va-t-il a repris le ballon et il a surtout pris au niveau de la cheville et des tendons. Jackson Richardson au niveau du tendon d'Achille et de la cheville gauche, j'ai l'impression, Nabil. Il va pouvoir quand même se relever. Philippe, sur les 5 dernières minutes, là, il y a un coup à jouer pour l'équipe de France. Elle ne mène que d'un but. Ah bah, bien sûr qu'il y a un coup à jouer. Le coup d'essayer de gagner ce match-là. Non mais bien sûr, mais tactiquement. Ah, tactiquement, ouais, je pense que, à mon avis, ce serait une erreur de jouer et d'essayer de jouer aussi rapidement que les Égyptiens. À mon avis, une fois que les Français seront en attaque, d'essayer un petit peu de temporiser, de trouver des failles. D'autant plus qu'ils ne sont pas encore en supériorité numérique, enfin en égalité numérique, pardon. Voilà, donc là il y a égalité au niveau du score. Mais je pense que là les garçons devraient plutôt patienter encore une fois et trouver la faille en attendant que le 6e homme revienne. 21-21, 4 minutes 15 à jouer, infériorité numérique pour l'équipe de France. Ce ballon est chaud, ah oui, pour ne pas dire capital. Donc automatiquement les Égyptiens vont prendre un joueur de l'équipe de France en individuel. Le privé de ballon, c'est encore une fois Richardson. Ils sont revenus au niveau du nombre avec Carvadec qui essaye de bouger tout le monde dans la défense. Attention au marché. Guillaume Gilles pour Anctil, non. Faute sur le chambérien. L'arbitre qui n'est pas tellement content des contestations de Guillaume Gilles. Non, il reproche à Guillaume Gilles d'avoir emprisonné le bras du joueur égyptien entre son torse et son bras. C'est-à-dire que dans son 1 contre 1, Guillaume a attrapé le bras du défenseur et l'a emmené avec lui. Et bien souvent, pour un arbitre un petit peu naïf, eh bien, il sort le défenseur alors qu'en fait, c'est le porteur de balle qui fait faute. C'est une grande spécialité de Philippe Gardin lorsqu'il jouait à l'OM Vitrolles. Gilles avec Anctil qui rentre. Bertrand Gilles en puissance s'est arraché. Il va obtenir quelque chose quand même, Bertrand Gilles. Comme il fait du monde autour de lui. Mais il en a emmené quand même avec lui dans sa course. Il est arrivé lancé avant de recevoir le ballon. Il est accroché par le maillot. Et on en rajoute en plus. Bon, bien involontairement. Mais quelle puissance de la part de Bertrand. Un pénalty très important. 21-21 et il reste un peu plus de 3 minutes de jeu. Alors Grégory Anctil qui patiente avant de se présenter devant le gardien égyptien, à savoir Mohamed El Nakib. C'est un ballon important, 21-21. La première feinte, la deuxième. Anctil battu cette fois-ci. Premier pénalty raté du tournoi. Attention, 4 contre 5. Les Égyptiens qui vont attendre. Fair play sur ce coup-là. Ils ont vu comme qu'il avait été un petit peu secoué quand même. Là, il va falloir se motiver en défense. Il va falloir bouger et s'entraider surtout. 3 minutes au compteur et au chrono surtout. Chérif Mohamed. Richardson a bien aimé voler ce ballon. C'était la spécialité. Il était appelé quasiment tout le temps en défense. Carvadec qui a joué le passage en force. C'est bien tenté face à Emar El Ghachi. Ce qui fait sourire le joueur égyptien. De 41. On fait rentrer Achraf Awad, le bras de cette équipe égyptienne. Pas trop en chaleur quand même aujourd'hui, mais qui peut faire quand même la différence, surtout en fin de match. On a toujours besoin d'un bras surpuissant. Plus grand que soi. On est obligé de sauter le relais justement avec Achraf Awad car Jackson est vigilant. Ça c'est bien joué. C'est puissant de la part de Chérif Mohamed car il était chargé de très près.
il est quasiment bloqué. Il arrive quand même à déclencher son tir. On va le revoir avec son ralenti. Ah oui, là. Coup de poignet sur la fin, bien fouetté. Et Jackson Richardson qui redonne l'égalité parfaite, 22-22 entre la France et l'Égypte. L'exploit de Jackson en fin de match. Exploit bienvenu. Il reste 120 secondes dans ce match. L'équipe d'Égypte qui est en train de poser de gros problèmes en cette fin de match à l'équipe de France. Une équipe de France qui physiquement a baissé de pied depuis 10 bonnes minutes et va devoir s'accrocher jusqu'au bout pour essayer d'arracher cette victoire. Un match nul de toute façon lui permettrait de prendre à égalité la tête de ce tournoi. Ce n'est qu'elle sera en tête grâce à la différence de but face à l'Égypte. Allez, il faut serrer en défense. La vigilance derrière de Didier Dinard, appelé aux tâches ménagères en cette fin de rencontre. Qu'est-ce qu'il faut faire là, Philippe, en défense? Il faut faire une défense offensive, récupérer le ballon ou bien attendre à s'y mettre? Ouais, moi je crois que c'est plutôt la deuxième solution. De pas trop justement s'exposer au centre. Voilà, par exemple comme ça. Là, ça peut coûter cher pour Bertrand. À mon avis, c'était justement de redescendre beaucoup plus et beaucoup plus compact pour pouvoir s'entraider. À 5 contre 6 au niveau des joueurs de champ, ça va être compliqué. Parce qu'il faut quand même la gagne. Hein. Donc, si l'équipe de France garde cette défense un peu passive, ça sera peut-être difficile de récupérer un ballon et de l'emporter. Oui, complètement, mais il reste quand même 1 minute 30, donc les Égyptiens ne peuvent pas se permettre de garder la balle aussi longtemps. Donc les Français auront forcément 1 ou voire 2 possessions avant la fin du match. De toute façon, on voit bien de toute façon les Égyptiens demain dominer le Portugal, ce qui veut dire que la France sera obligée, en cas de match nul aujourd'hui, de s'imposer face à la Suède pour inscrire son nom au palmarès et succéder ainsi à la Russie. Avec un écart conséquent. C'est là évident quand même. Hein. Joué, faute de main de l'ailier. Faute d'Amer El Gheachi. Au bon moment, les Français qui repartent, la contre-attaque Didier Dinard. Et la parade, elle est superbe, elle est signée Mohamed El Nakhabib. Et oui, c'était bien joué de la part de l'équipe de France pourtant. Avec cette montée de balle très rapide, les défenseurs égyptiens n'étaient pas prêts. Et là, quelle parade du gardien égyptien. Et là maintenant, là c'est l'inverse. Il reste un peu plus de 30 secondes. Et ce sont les Égyptiens qui ont tout en main pour gagner ce match. Et là, ne pas prendre ce but avec Ahmed Bellal. Mohamed Cherif qui est passé. Il va falloir jouer vite. Il reste 24 secondes. 23-22 pour l'équipe d'Égypte. Richardson. Retour de Guillaume Gilles depuis Ségur. Il reste 15 secondes. 15 secondes pour jouer le match nul. Golic, Richardson, il va falloir trouver une solution pour shooter. C'est passé, l'arbitre qui ne validera pas le but. Oh, les arbitres. Il leur donne l'avantage à la France. Ah, hier déjà, hein, il n'y a pas eu beaucoup d'avantages de signifiés par les deux arbitres macédoniens, ce qui est dommage. Là, dans ces cas-là, faut... Enfin, bon. Voilà, c'était 3 autour de Richardson, qui réussit quand même à marquer. Et oui, les défenseurs viennent bloquer Jackson en zone. Ils sont en zone. Alors, où il y a pénalty, où il accorde le but. Mais en aucun cas, c'est un coup franc. Regardez la déception de l'homme qui fêtera demain sa 300e sélection. Il y aura une grande fête, une grande parade organisée pour Jackson. Soyez en notre compagnie à partir de 15h50 pour vivre cet événement. 23-22 pour l'Égypte. Il reste 6 secondes à jouer. Coup franc pour l'équipe de France. C'est comme ça qu'on gâche un spectacle de la part des arbitres. C'est nul comme décision. Ça. Alors on se souvient que Golic avait été décisif sur une grosse compétition quasiment dans la même situation. Si ce n'est que là il reste 6 secondes. Bruno Martini qui est monté également. Golic. Antil, il y aura un pied. Alors est-ce qu'on va jouer le coup franc? Et oui, 1 seconde. Donc et là, on se retrouve parfaitement dans la même situation. C'était face à l'équipe de Hongrie. Oui, mais là, l'équipe de... Que chacun sache ce qu'on va faire, quoi. En tous les cas, c'est toujours Laurent Puy-Ségur. Et là, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Hein, on doit tirer. Hein, oui, on doit tirer. Mais ça se travaille quand même à l'entraînement. Là, tu vas faire avec les joueurs. Ça. Ah oui, bien sûr. Alors, Puy-Ségur, on va le surveiller. C'est lui qui a le ballon.
en dessous. Et c'est terminé avec cette victoire égyptienne 23-22. Une décision contestable sur la fin avec cet homme qui avait bien cru égaliser, Jackson Richardson. Ils étaient 3 sur lui. Il défendait en zone et Richardson n'a pas été récompensé. On note que l'Égypte prend la tête de ce tournoi et est bien parti pour le remporter, car on voit bien l'Égypte battre demain le Portugal dimanche début d'après-midi. Et puis l'équipe de France, eh bien, qui devra se refaire une petite santé morale face à l'équipe de Suède. Jean-Louis. Enfin, il faut préciser quand même que l'Égypte a fait un très grand match. Elle mérite sa victoire, c'est pas un scandale. Bon, on discute juste la dernière action sur Richardson parce que bon, c'est vrai, il faut laisser jouer. Là, il y a pénalty. Mais ceci dit, l'équipe d'Égypte a réalisé une grande performance. Et bien justement, l'analyse de Jackson Richardson qui vient de tremper Philippe Gardant. Ouais, Jackson, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France pour pouvoir essayer de s'imposer ce soir? Ce qui nous a manqué, c'est surtout essayer de mettre les balles au fond sur la fin, quoi. C'est des rates des immanquables. C'est inadmissible. Je pense qu'on ne va pas se baser sur ce match-là. On a encore 2-3 mois de préparation pour les Jeux. Je pense qu'on essaiera de prendre la leçon sur ce match pour essayer de faire progresser l'équipe de France. Bon, question Potin, tu viens de quitter l'Allemagne pour l'Espagne. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement cette principale motivation? J'ai connu l'Allemagne, j'ai fait 4 ans en Allemagne, j'ai eu quand même des points positifs. Mais je voulais absolument connaître l'Espagne, alors j'ai eu des propositions à Pampelune, alors je n'ai pas hésité. Comme j'arrive pratiquement en fin de carrière, après avoir connu la France, l'Allemagne, pourquoi pas l'Espagne? Et puis tu t'attaches ton moment. Pourquoi pas. Merci. Il a encore le Japon après. Hein. Ouais, il peut. Jackson Richardson qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine avec Pampelune, alors qu'on vient de revoir un but qui était sans doute valable de Jackson Richardson, mais il a été refusé par la paire macédonienne et c'est quand même bien dommage, car ça aurait permis à l'équipe de France d'occuper conjointement avec l'équipe d'Égypte la tête du classement du tournoi de Paris-Bercy, 14e du nom, si ce n'est qu'à différence de but c'était plus positif pour la France. Est-ce que notre petit classement est prêt éventuellement? Alors le classement, on l'a pas, le voici, le voilà. Regardez, c'est l'Égypte qui est en tête avec 2 victoires, 22-20 et 23-22, 22-20 sur la Suède, 23-22. Beau parcours des Pharaons. L'équipe de France deuxième et qui devra batailler ferme demain face à l'équipe de Suède pour conserver cette deuxième place. Ce sera dur d'aller chercher la première place maintenant, Jean-Louis. Ça ne dépend pas que de la France justement. Hein. Ça dépend si du le Portugal. Voilà, si le Portugal réalisait une grande performance demain en battant l'Égypte, ça nous arrangerait bien. Eh bien on verra tout ça à partir de 15h50 avec la grande fête de Jackson Richardson. Regardez un petit peu le programme des réjouissances pour ce 14e tournoi de Bercy avec, je vais me retourner pour être sûr de voir tout ça sans la moindre faute. Égypte-Portugal, si l'Égypte gagne, eh bien le match entre la France et la Suède, ce sera pour l'honneur, mais l'honneur justement, il faut qu'il soit bel et bien défendu, Jean-Louis. Ah oui, se faire les Suédois champions du monde, ce serait quand même pas mal. On ne veut pas savoir s'ils seront complets ou pas, mais peu importe. Très bien, Philippe Gardant, quelque chose à rajouter en bas sur le parquet peut-être? Bon, il est difficile de rajouter quelque chose après une analyse aussi précise de Christophe et de Jean-Louis, donc tout simplement à demain. À demain Philippe, bonne soirée à vous, bonne soirée Jean-Louis, pas de foot aujourd'hui, au repos? Pas de foot, repos. Bye bye. It's a big blue egg.